Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième édition de Polytech Paris 2020, cette deuxième journée par exemple, vous voyez il est déjà tôt pour tout le monde, y compris pour moi, ce qui n'est pas bon signe. Hier, nous avons parlé de la question de la réglementation et de la ressource, aujourd'hui nous allons nous intéresser au financement et à l'emploi. Ces deux thèmes d'ailleurs, financement et emploi, sont abordés dans le salon tout au long de la journée. Le financement est au cœur de la programmation de la zone de conférence workshop qui accueillera des ateliers thématiques toute la journée pour éplucher avec des experts les sujets de la transformation de votre entreprise et du soutien à l'innovation. L'emploi, lui, sera également décliné sur le Talent Hub. C'est un espace de conférences, de job dating et de présentation de formation qui se trouve juste là, tout droit, quand vous sortez de la salle. Et lorsque vous vous baladerez de l'un à l'autre, je vous conseille aussi d'aller voir l'exposition Down to Earth qui est co-construite avec le cosmographe Maxime Blondeau, dont l'intervention clôturera la journée ici même sur cette scène. Et pour ouvrir cette journée, nous allons nous intéresser tout de suite à un secteur vital pour nos économies et pour notre planète, les transports. Alors que nous sommes passés en 50 ans à des transports de plus en plus efficaces, ils représentent toujours la deuxième cause d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde et chaque innovation semble avoir un très fort effet rebond. Alors jusqu'où l'innovation nous mènera pour réduire nos émissions liées au transport, comment les entreprises des transports planifient et accompagnent ces transformations, voici les questions complexes auxquelles vont répondre les invités d'Émilie Esparon, qui est Head of Impact à Vivatech et à qui je laisse immédiatement la scène. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés pour cette deuxième journée de Polytech. Merci, vous êtes courageux, vous êtes venus jusqu'à nous sous la pluie et le matin, donc un grand merci. Avant de commencer cette session, je voulais vous poser une question ce matin et peut-être par levée de main, vous pouvez m'aider. Qui est venu en transport en commun ce matin ? Ok, moi aussi. Qui est venu en voiture ou en taxi ? Ok. Est-ce qu'il y a des courageux qui sont venus en vélo ? Ah, bravo, bravo monsieur. Bref, vous l'avez compris, nous allons parler des transports ce matin et très spécifiquement de la décarbonation des transports. Et pour cela, nous avons 3 experts avec nous ce matin. Alors je vous demande d'accueillir chaleureusement Marc Ami, conseiller spécial de la directrice générale RSE et communication chez Airbus. Vous pouvez applaudir. Hein. Muriel Signoret, directrice RSE du groupe SNCF. Et enfin, Guillaume Legrand, président directeur général de TAUT. Bref, aujourd'hui, nous avons un tour d'horizon des transports terre, air, mer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence justement sur la transformation, les transformations technologiques pour décarboner les transports. Et je vous propose qu'on jump directement dans le sujet. Marc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les initiatives qui sont prises par Airbus pour réduire l'empreinte carbone du secteur aérien et comment vous envisagez le futur de l'aviation ? Bonjour à tous et merci. Alors, l'aviation, pour commencer, se situe évidemment dans un cadre international. Et vous le savez, Airbus est un des leaders mondiaux de l'aviation, du transport aérien, donc avec une responsabilité particulière. Et juste un tout petit peu d'histoire. En 2021, l'ensemble des acteurs du transport aérien ont signé un engagement pour aller vers le net zéro en 2050. Donc il y a un engagement formel de tous les acteurs industriels, donc les compagnies aériennes, les aéroports, les constructeurs aéronautiques, et puis aussi les services de navigation aérienne pour atteindre le net zéro émission en 2050 au niveau international. Donc c'est une industrie qui est engagée mondialement. Ça a été suivi en 2022 par un autre accord assez historique. Il y a un organisme mondial qui d'ailleurs est responsable de l'impact environnemental de l'aviation, qui est l'OACI. Donc 193 pays, une assemblée générale qui a pris la même résolution, qui est d'arriver à la neutralité de carbone du transport aérien en 2050.
Et évidemment, Airbus entend être le leader de cette décarbonation de l'aviation. On dit que c'est notre 4e révolution, voler sûrement, donner accès à tout le monde et enfin voler décarboné. La première chose, c'est la performance des avions. Depuis l'origine des avions commerciaux, on a réduit l'empreinte carbone de chaque avion aux passagers kilomètres transportés de 80%. Aujourd'hui, les derniers avions fabriqués par Airbus font un peu plus de 60 grammes au kilomètre passager. Vous pouvez comparer une voiture thermique, vous voyez que c'est déjà une performance très importante. Et la toute dernière génération a amélioré de 20 à 25% la performance en réduisant les consommations de carburant et les émissions de CO2. Et on prépare déjà la génération suivante avec des dessins d'avions, des designs de l'aérodynamique plus performants, des moteurs encore plus performants. On prépare aussi une autre révolution qui est l'avion à hydrogène, et donc une propulsion à hydrogène qui est une propulsion décarbonée dans le sens où on n'émettra plus de carbone. Donc le premier pilier, c'est la performance de l'avion. Mais les avions qu'on vend aujourd'hui vont devoir être décarbonés en 2050, et donc la deuxième révolution pour le secteur, ce sont les carburants durables, et donc permettre à nos avions de voler avec beaucoup de différents carburants durables, et les carburants durables réduisent de 80% à peu près les émissions de CO2 sur un cycle complet. Donc l'avion hydrogène, et puis les services de navigation aérienne, des routes plus directes, des profils de vol plus directs, et on y contribue. On est assez innovant dans tous les secteurs technologiques, carburant, mais aussi, par exemple, on a inventé, entre guillemets, mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est la nature, le vol en formation. C'est-à-dire surfer sur le wake vortex, sur la turbulence de sillage de l'avion précédent. Et avec ça, on réduit de 5 à 10% les consommations de carburant. Ça s'appelle Fellow Fly. Et enfin, dernier élément important pour nous, comme pour l'ensemble des industriels, c'est ce qu'on appelle le carbon removals, le carbone capture. Donc, prendre dans l'atmosphère du carbone. Il y a des technologies qui existent et qui se développent. Et Airbus investit également dans cette technologie, soit pour compenser nos émissions résiduelles, soit prendre le carbone dans l'atmosphère, le mélanger à de l'hydrogène et faire un carburant synthétique qui ne remettra dans l'atmosphère que le carburant qu'on aura prélevé auparavant. En Europe, il y a un mandat, donc une obligation de transport de carburant durable pour les avions qui prévoit que 50% de ces carburants durables seront des carburants synthétiques, donc fabriqués selon ces technologies très avancées. Donc technologie avion, nouveau carburant, hydrogène, carburant synthétique et puis capture de carbone, tout cela doit nous amener au net zéro en 2050. Merci Guillaume. On s'est tous posé la question, qu'est-ce que c'est TOUT? Parce que vous, là on parle de transformation, mais vous c'est carrément une invention. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et sur votre vision justement de ce secteur décarboné avec TOUT? Merci beaucoup Émilie, merci beaucoup aux organisateurs de Pollutech. TOUT, c'est Transoceanic Wind Transport, c'est le leader français mondial du transport de marchandises à la voile. À la voile, dites-vous, quel anachronisme, quel retour en arrière. Je suis ravi et honoré, Marc, Muriel, d'être à vos côtés. Nous sommes donc une entreprise qui, depuis 2011, fait effectivement du transport de marchandises sur notre histoire. C'est des navires existants. Nous venons de lancer les opérations des 2 premiers et plus grands voiliers cargo modernes qui s'appellent Anemos, qui s'appellent Artemis. Ce sont 2 sister ships, des navires jumeaux. Ce sont des navires de 81,50 mètres de longueur hors tout et qui garantissent à leurs chargeurs, c'est comme ça qu'on appelle nos clients, une propulsion principale dite vélique, donc à la voile. C'est-à-dire que nous pouvons atteindre des vitesses commerciales de l'ordre de 10 nœuds. On est 9 nœuds et demi sur le westbound et de l'ordre de presque 11 nœuds en eastbound. De façon purement vélique, c'est-à-dire toutes machines éteintes. Quand on arrive à une majeure partie de la distance, toutes machines éteintes, à déplacer environ 3000 tonnes d'eau, j'y reviendrai par rapport à nos capacités en cale, ça nous permet grosso modo, puisqu'on nous demande toujours d'ailleurs de nous comparer à ce qui se fait, donc ce serait à nous d'apporter la charge de la preuve,
d'une industrie qui est celle du transport maritime, qui se caractérise largement par son opacité. 90% des produits autour de nous sont transportés par le maritime. Or, c'est une des industries les moins bien connues, les plus jargonnées, les moins réglementées et finalement les moins... celle qui semble le moins capable de se transformer, en tout cas de par la demande des citoyens qui, pourtant, j'en fais partie, sommes tous évidemment des payeurs finaux de ce secteur-là. Donc ces deux premiers navires, Anemos et Artemis, sont sous pavillon français. On salue les marins actuellement à bord, qui sont des marins français. On transporte donc 1100 tonnes de payload. Ce sont donc des porte-palettes qui ont leur propre capacité de chargement. On est donc un armement basé au Havre. Le Havre est notre port d'attache. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'à ici, le 19 décembre à 15h30 au baptême d'Artemis en présence d'Édouard Philippe, à 2 minutes de la gare du Havre, devant le NSM. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'exister capitalistiquement avec une flotte de voiliers cargo et quelles sont les technologies qui nous ont permis d'arriver là, Quel est le... deux constats président à la création de l'entreprise Tout. C'est le vent au large est abondant, ça on le savait. Il est par contre devenu prédictible il y a environ une décennie par des systèmes météorologiques d'observation, de communication bien meilleurs et d'intelligence, on va dire, par rapport au design et à toute l'intervention des CFD, notamment dans ce qu'on est capable de comprendre dans les polaires des navires, ce qui fait qu'on est capable de router de façon fiable et très décarbonée les navires. Je rappelle que la puissance vélique au 19e siècle a survécu pendant près de 120 ans à l'arrivée à la fois du charbon puis du fioul à terme. Pour traverser les océans, on en a encore eu pendant très longtemps besoin. C'est la financiarisation du transport maritime qui a fait à Londres 1880 qu'il fallait fiabiliser les arrivées. On se rend compte que le vent en lui-même est une source de propulsion fiable. Le deuxième constat qu'on fait, c'est que le shipping, et contrairement certainement à des technologies, à des options qu'il peut y avoir dans l'aviation, ou certainement dans le train, Muriel nous en parlera dans quelques minutes, les routes sont très larges, les tunnels sont très hauts. Et donc, il est également possible de penser la boucle navire de façon complètement différente. Une approche, ce qu'on appelle carburo-centrée, dans le maritime, marche peut-être moins que dans d'autres industries. Nous sommes un parent pauvre de la structure de valeur du transport. Le transport maritime est le moins cher et déjà, à l'unité transportée, le moins carboné qui existe. Ceci dit, ce sont des tonnes de CO2 hard to abate, difficiles à aller chercher. On se rend compte au tournant des années 2017-2018 que l'industrie du transport maritime vend des lendemains qui chantent, un futur miraculeux où très rapidement des carburants très abondants, très fiables, très peu chers, très décarbonés arriveront. Ne vous en faites pas et dormez bien, braves gens. On se rend bien compte que ceci contrevient complètement à, j'allais dire, à Lavoisier ou aux lois tout simplement de la thermodynamique et que si ces carburants arrivent, je suis certain qu'ils iront plutôt dans les avions, qu'ils iront plutôt dans les trains, plutôt dans la route, qui sont certainement mieux à même de les valoriser et de les comprendre dans leur industrie. Je rappelle que le bunker, donc le fuel lourd qui est brûlé dans les cargos, de l'ordre de 300 tonnes, 300 000 litres par jour, coûte de l'ordre de 150 à 200 $ et à peu près la même intensité énergétique que du diesel. Donc on est également sur des coûts d'abattement qui sont complètement différents chez nous. Nous sommes capables, nous, de complètement comprimer ces consommations. Donc on n'a plus d'OPEX quasiment sur les consommations de carburant à bord. On a 2 petits moteurs électriques. On est à 10 nœuds et demi sur environ 2% de la route qui est parcourue au moteur sur le manœuvre portuaire chenalage. Et on est 3 à 4% de la distance sur une marche dite hybride où on est capable de se pousser avec une des 2 machines, généralement sous le vent, pour tenir un cap, tenir une ETA. 90% du reste du temps, on est capable, donc comme je l'évoquais, d'éteindre les machines et de tenir les 10 nœuds. À noter également que vu qu'on a des hélices dans l'eau qui ont des pas variables, qu'elles tournent à l'envers dès qu'on dépasse les 12 nœuds et demi, des alternateurs attelés sont capables de générer finalement même plus d'énergie que le navire a lui-même besoin pour ses ventilations, ses systèmes électroniques, etc. Donc on a une cinquantaine de véritables évolutions technologiques, innovations qui sont concentrées sur un navire qui quand même reste
agricole, on va en mer, on est absolument conscient des risques que nous prenons. Hein. La mer est un milieu inhospitalier, donc il faut se méfier également des fausses bonnes idées, des usines à gaz ou des technologies absolument brillantes, notamment par rapport à l'humilité fondamentale qu'on doit avoir par rapport à la mer. Donc 2 premiers navires en opération actuellement, Anemos, Artemis, Trade Export, on est sur New York, on travaille des vins, des spiritueux, on travaille des produits, on travaille Opinel, on travaille Bonne Maman, on travaille Martel, Moum, Perrier Jouette, on a également des bouteilles à 5 €. Hein. Donc on n'est pas 6 €, on n'est pas dans du luxe, on est dans un lien grâce à un label éponyme du premier navire, Anemos, qui permet de retranscrire dans la langue de destination le journal de bord, le bilan carbone, mais également des événements du bord, des anecdotes, des photos des dauphins, etc. Et qui permet donc de lier, et c'est le terme de mes clients, de façon finalement ombilicale, le terroir, l'origine, le producteur au consommateur final, alors qu'on est de plus en plus challengé par des besoins en authenticité, en réalité, des allégations qui sont faites. On est sur le trade café, hein, donc on est également beaucoup sur des origines Colombie, Guatemala, Brésil, et notamment en Europe pour le compte de Belco, engagé à changer, à transformer la filière du café autour de ces labels-là. On peut aller chercher ces tonnes de CO2 du shipping. Il faut comment dire, croire en la capacité qu'ont les innovations dans les espaces de liberté, et la mer en est un, à pouvoir structurer des projets industriels. Les 6 navires suivants iront sur les mêmes trades, et on est également sur évidemment plus de recherche et d'innovation, et d'autres océans également qui nous appellent pour ces premiers services-là. Et donc je suis absolument ravi de voir vers où on peut aller en termes notamment de synergie et de l'échange. Donc ravi. N'hésitez pas à venir nous rendre visite en tout cas. Merci. Je vous propose qu'on revienne sur la terre ferme. Muriel, donc vous représentez la SNCF. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le poids du ferroviaire dans les émissions de gaz à effet de serre? Et qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que fait la SNCF pour devenir un acteur majeur de la décarbonation des transports? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et honorée d'être invitée à cette table ronde aux côtés de mes acolytes qui, pour certains, voguent sur l'eau et d'autres dans le ciel. Effectivement, nous sommes sur la terre ferme. Nous appartenons donc au secteur des transports, qui est, vous le savez sans doute, le plus polluant en France. Le secteur des transports, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre en France, donc plus que l'industrie, plus que le logement, plus que l'agriculture. Donc si on veut vraiment prendre un virage écologique, il faut s'atteler à la décarbonation des transports. Alors j'allais dire, le train dans ce secteur-là a la chance d'être par nature substantiellement assez peu carboné, puisque le ferroviaire représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre dans cette part de fromage que je vous ai, dont je vous ai parlé, des transports, exactement. Pour autant, le train ne représente que 10% des déplacements de voyageurs ou de marchandises en moyenne en France. 10%, c'est très, très peu. Le reste va sur la route. C'est la voiture individuelle et ce sont les camions avec toutes les externalités négatives qu'on leur connaît. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir accroître, voire de doubler cette part de marché d'ici 10-15 ans. Ça prendra le temps qu'il faudra pour le faire, mais je pense que c'est véritablement nécessaire pour prendre ce virage écologique. Alors, pour doubler la part du train, comment faut-il faire? Il faut investir sur le réseau français ferré qui est effectivement, nous, on n'a pas la même liberté que l'aviation ou le maritime. On est sur un réseau ferré national qui souffre d'une certaine vétusté aujourd'hui. Donc, il faut investir dans ce réseau pour le renouveler, pour le réparer quand il le faut, pour l'adapter au changement climatique aussi, et on en parlera peut-être, et pour le moderniser. Il faut aussi rendre le train plus accessible. Et ça, nous en avons bien conscience à la SNCF, à commencer par s'adapter aux besoins des Français pour leurs déplacements quotidiens. Et donc, nous sommes, avec l'État et d'autres partenaires, en train de développer des projets de services express métropolitains autour des grandes métropoles. On a 24 projets SERM dans le
dans le jargon, pardon, qui sont labellisés par l'État. Certains sont déjà en expérimentation, comme autour de Strasbourg ou autour de Bordeaux. Donc ça, c'est une première, avec des trains cadencés tous les quarts d'heure, etc., qui répondent vraiment aux besoins de nos concitoyens. L'accessibilité, c'est aussi développer l'intermodalité avec des modes durables, avec le transport en commun, bien entendu, et avec le vélo, par exemple. Donc, on met de plus en plus de places de parking à vélo autour de nos gares. On a triplé ces dernières années le nombre de places qu'on met à disposition. Puis, l'accessibilité, c'est aussi les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. On a ces dernières années investi avec d'autres financeurs que sont l'État et les régions, principalement. On a investi 320 millions d'euros par an pour rendre nos gares accessibles. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir rappelé ces chiffres et surtout cette notion d'accessibilité. Effectivement, la transition passera que si on a des transports qui sont accessibles à tous. Et j'avais une question aussi pour vous trois. On est à Polytech, vous le voyez derrière cette scène, on a un village des startups et on a Tout aussi avec nous. On met vraiment de l'attention sur ces synergies-là. Comment tous les trois et peut-être spécifiquement aussi Marc et Muriel, vous collaborez avec d'autres acteurs et notamment des startups pour justement aller vers cette décarbonation, parce que voilà, l'innovation est au cœur pour changer et pour adresser ce sujet-là. Peut-être Muriel, si vous voulez rebondir. Alors oui, je peux rebondir en vous parlant notamment de l'accessibilité aussi dans les territoires ruraux, qui nous a questionnés, parce qu'on a des petites lignes, comme on les appelle, ou des lignes de desserte fine du territoire qui sont peu circulées, donc qui ont fait l'objet de moins de maintenance. Et pour autant, il faut bien désenclaver ces territoires ruraux avec le train. Donc on a imaginé des solutions innovantes, frugales, par exemple des navettes, la navette Flexi, on l'a baptisée ainsi, qui va à la fois sur les rails et sur la route, ou la navette Drézy qui sera expérimentée en 2027, qui est un train beaucoup plus léger, ou encore un TER qu'on a baptisé Téli et qui va sur des lignes dédiées et qui permettent de désenclaver ces territoires. C'est un des aspects de nos collaborations avec des startups. Autre exemple que je pourrais citer, c'est la SNCF est un très très gros donneur d'ordre et un très très gros acheteur. On dépense 15 milliards par an d'euros d'achat dans tous les territoires. Et 97% quasiment auprès d'entreprises françaises. Et on a une attention particulière justement pour les PME, les ETI, les startups. Voilà, quelques-uns mais je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'on a plein d'autres exemples, évidemment, notamment pour développer des trains à batterie, des trains à hydrogène, des trains hybrides. Donc, évidemment, on travaille en collaboration avec Alstom, qui est notre gros fournisseur de matériel roulant, mais évidemment, on travaille aussi avec des startups pour développer certains aspects de ce matériel roulant ou la maintenance prédictive ou nos avatars en gare, comme vous avez peut-être pu le voir à Gare du Nord pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà, donc on a plein d'exemples. Merci. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est la transformation des comportements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un changement des mentalités, notamment sur les transports. On a envie de prendre le temps, ce qu'on appelle la slow life. On veut voyager différemment. Parfois, il y a même des politiques voyage dans les entreprises. Et en même temps, on est toujours tous plus soucieux de notre confort, des coûts. Comment on fait ? Comment vous faites au sein de vos entreprises pour justement vous adapter à ces changements des usagers et comment vous transformez aussi votre modèle en interne ? Guillaume, je vous vois. Je me permets en popcorn de sauter dessus. Oui, il n'existe pas de miracle énergétique. Oui, la découverte des hydrocarbures nous a permis de nous démultiplier en termes de vitesse, en termes de ce qu'on appelle
bien-être, hein, grosso modo en termes économiques. Nous faisons face à une découverte, si j'ose dire, ou en tout cas une confirmation de la finitude du monde et de ses ressources, sans vouloir être trop angoissant. À un moment, si on veut faire sans cette aubaine historique que sont les hydrocarbures, il va falloir peut-être penser à aller un petit peu moins vite, un petit peu moins chaud, un petit peu moins abondant, un petit peu moins, ce qui pourtant nous semble être quasiment un droit de l'homme, enfin être quasiment fondamental dans notre civilisation qui n'a connu depuis les grottes, j'allais dire, que la croissance. Donc comment on fait quand on pense que le changement de molécule, par exemple en termes de carburant, ne suffira pas à continuer de croître infiniment et à continuer de garder ce bien-être-là, il faut certainement avoir une modification, on va dire, philosophique de ce que nous allons vouloir, de notre appétence pour ce bien-être et des différents services que nous pourrons, par exemple, trouver. Nul concurrent de vos avions, Marc, mais nous, par exemple, proposons des cabines à des passagers pour traverser la mer, les océans. Alors, quelle est la différence entre un transport en avion, j'allais pas dire carboné, mais qui va bientôt décarboner en 2050, hein, et un transport à la voile? Eh ben, c'est pas 13 heures, c'est pas 13 heures, je sais, c'est même moins que 13 heures, mais c'est plutôt 13 jours en l'occurrence pour nous. Ceci dit, on a aujourd'hui plusieurs milliers de personnes qui souhaitent venir chez nous. Ce ne sont pas que les fameux flux scammers ou des militants extrêmes, etc., de la cause, qui sont importants parce qu'ils montrent aussi quelque chose. C'est tout simplement des personnes qui souhaitent aller se rendre pour des déplacements professionnels ou aller faire un PhD ou qui avaient toujours rêvé de le faire, qui partent pour des vacances un peu longues et qui veulent, pendant 15 jours, on ne disparaît pas. Hein. Enfin, c'est pas non plus la prison, hein. Il se passe plein de choses. On va découvrir tout simplement une temporalité qui change, l'équipage qui est en quart, on va découvrir les marins et on va lire des bouquins et on a toujours une capacité à faire du télétravail, etc. Donc, on semble proposer ou faire découvrir une capacité à 2 navires, chacun ayant 6 cabines doubles, donc une possibilité de 24 passagers. Ça fait un dixième d'avion peut-être, hein, pour l'instant, hein, mais qui peuvent effectivement aller de l'autre côté. Donc, comparons le pot de terre au pot de fer, comparons le bio au conventionnel, comparons les renouvelables aux non renouvelables, comparons l'équitable au non équitable. Nous sommes évidemment extrêmement conscients de notre taille infinitésimale, de notre côté goutte d'eau dans l'océan. Ceci dit, un engouement extrêmement fort, un positionnement qui semble pertinent en termes de ce qu'on peut proposer. On est de l'ordre de 150 € par jour avec 4 repas, ça fait 3 000 €. Donc on peut par exemple transporter des passagers de façon 99% décarboné par rapport à ce qui serait sinon. Dans le cadre transformationnel de ce que ces services, donc pour nous c'est de l'ordre de 3-4% des revenus, c'est très intéressant parce que tout le monde en parle, tout le monde peut se projeter sur nos cabines. Tout le reste, c'est du transport de marchandises. Ça implique effectivement d'aller travailler sur sa logistique, d'aller ouvrir la boîte noire qu'est le conteneur pour aller faire de l'open source, savoir ce qu'est un docker, un transitaire, un commissionnaire, savoir de quoi se compose la liasse douanière, qu'est-ce que sont les produits dangereux, etc. Donc ça permet même, on va dire, un global head of supply chain, certaines fois appuie un peu sur des boutons pour envoyer à Bolloré, DHL, UPS. Et en fait, on se rend compte que quand on vient travailler ensemble, eh ben, il va falloir redécouvrir ce qu'est la réalité de la logistique. Donc ça permet également en interne. Il y a beaucoup de DRH chez Pernod Ricard, chez Orange, chez Belco, qui nous adorent parce qu'en fait, on est idéaux, y compris en interne, hein, pour que les gens se motivent de faire partie de ces projets-là. Et également, nous développons donc un label qui permet également, d'un point de vue retail, de changer, de faire évoluer la façon de consommer. Nous pouvons demander aujourd'hui un café qui peut être sourcé depuis son port de départ à 4000 milles nautiques, 4500 milles nautiques d'ici, par son bilan carbone, par quelque chose qui sinon n'existait pas. Cette information qui nous est confisquée, quoi que nous soyons les payeurs finaux, eh ben nous souhaitons la mettre en avant, non pas dans une démarche militante, on pourrait l'appeler entre guillemets vulgairement de marketing, mais en tout cas de différenciation marchande. Il faut que l'externalité environnementale positive d'une décarbonation existe et soit transférée sur le marché final et que ce soit un centime quelque part. Sinon, Mère Nature ne règle pas ces dettes-là. Pardon Marc. Oui Marc, je sens que vous voulez répondre. Comment on fait si on veut passer Non, de mais 13 moi je jours à trouve 13 d'abord heures? fantastique d'avoir des créateurs comme notre ami ici autour de la table pour offrir non seulement effectivement des modes de transport marchands, mais aussi une autre façon de voyager. Je crois qu'il faut cette offre. Ce que nous, on constate en tant qu'acteur mondial du transport, c'est que l'appétit ou le besoin de voyager continue d'augmenter.
Il y a une demande très forte, qui reste très forte dans les pays occidentaux, mais aussi beaucoup et de plus en plus forte dans les pays en voie de développement. On sait que lorsqu'on atteint un certain niveau de vie, la première envie, c'est de voyager. Et c'est une envie légitime. On va fêter cette année les 80 ans de la Convention de Chicago qui a créé l'OACI, l'Organisation mondiale de l'aviation. 1944, ça a été signé. Et les signataires, je vous invite à lire le préambule, ont voulu créer un transport aérien international qui soit facteur de compréhension entre les peuples et donc de paix. Et je crois que plus que jamais, on a besoin de ce monde ouvert. On a besoin d'avoir des jeunes qui continuent à voyager, à connaître les cultures différentes du monde entier. Il y a 300 millions de gens qui vivent aujourd'hui en dehors de leur lieu de naissance et qui ont besoin de voyager. Et donc, la solution pour nous, industriels, c'est de répondre à la fois à cette attente du voyage et puis, bien sûr, d'avoir le minimum d'empreinte environnementale. L'avion a un gros avantage, c'est qu'il survole les territoires, donc il a moins d'impact au sol, donc sur la nature, sur les habitats. Et puis ensuite, on offre des solutions. Moi, je suis venu de Toulouse ce matin, donc je suis venu en avion, mais j'ai acheté mon carburant durable. C'est une offre des compagnies aériennes. Donc, vous pouvez acheter votre carburant durable pour voyager de Toulouse à Paris et retour. Ça m'a coûté 88 €, mais ça permet de voyager de manière avec une empreinte carbone très réduite. Et donc, ça, ce sont des choses qui petit à petit se mettent en place par les industriels, par les transporteurs, pour concilier ce besoin, cette envie de voyager, et puis en même temps ce souci du respect de la nature et du respect de l'environnement. Oui, tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Marc. Et en même temps, c'est vrai qu'on voit se développer quand même une appétence aujourd'hui pour le slow travel, pour passer des week-ends à 2-3 heures de chez soi, pour redécouvrir aussi la France, hein, qui est un pays extrêmement riche. Et en tout cas, nous, compagnie ferroviaire nationale, on ressent très fortement cet engouement, hein. Depuis le Covid, nos chiffres de fréquentation n'arrêtent pas de grimper. Cet été, enfin l'été dernier, en 2024, on a transporté 24 millions de voyageurs, légèrement plus que l'année précédente, alors même que pas mal de Français avaient quitté Paris pendant la période des JO. Mais voilà, on ressent cet engouement très fortement et on essaie d'y répondre aussi en développant des offres de train différentes et peut-être plus accessibles aussi en termes de prix. Par exemple, les trains de nuit, les Ouigo vitesse classique qui permettent voilà, de prendre plus de temps. Pour aller à Lyon, effectivement, on ne va pas mettre 1h30 comme c'est le cas en TGV, mais on va mettre 3-4 heures en Ouigo vitesse classique en payant moins cher. Et ça, c'est aussi une manière de répondre aux besoins des plus jeunes qui ont effectivement un pouvoir d'achat moins important et qui ont plus de temps. Oui, effectivement, et même dans les entreprises, on le voit aujourd'hui. Parfois, il y a des politiques aussi voyage, ils rajoutent des jours de congé si effectivement on choisit un autre mode de transport et que le voyage dure un peu plus longtemps. Vos 3 modes de transport existent, sont là, ont tous les 3 des défis. Comment est-ce que vous collaborez ensemble pour justement faire de l'intermodalité? Muriel, vous parliez justement des vélos, mais je sais que lorsqu'on préparait cette session, vous parlez aussi de l'aviation. Vous travaillez... Oui, tout à fait. Effectivement, hein, on ne pourra jamais aller à New York ou à Singapour en train, hein, ça c'est clair. En tout cas, on n'a pas cette politique-là à la SNCF. Alors vous pouvez me dire, on n'a qu'à pas y aller, sauf que, comme vous le disiez, on peut avoir de la famille, on peut avoir des intérêts multiples à continuer à voyager. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur la découverte des cultures lointaines. Donc, on développe effectivement des offres airfare hein, avec plusieurs compagnies aériennes et notamment avec Air France pour avoir des billets, comme on dit, sans couture qui permettent d'avoir une partie au moins du voyage qui soit décarbonée en attendant la neutralité carbone en 2050 de l'aviation. Mais voilà, donc on a cette offre
l'offre Airfare qui permet d'avoir un premier voyage en train avant de rejoindre l'aéroport pour s'envoler vers des contrées plus lointaines. Cela permet aussi aux compagnies aériennes de décarboner ce qu'on appelle leur scope 3, les déplacements de leurs voyageurs. Donc c'est du gagnant-gagnant. Et Guillaume, on parlait aussi de vous, il faut bien qu'on puisse accueillir votre cargo, donc il faut aussi transformer les infrastructures portuaires. Ça en est où, justement, quand on parle d'intermodalité ? Merci beaucoup, Émilie. Nous, on est alors dans l'antichambre avec Marc. On a convenu qu'on allait construire des grands voiliers pour transporter. Non, mais je voulais saluer aussi tout ce qu'avait fait Airbus, y compris dans le travail du transport maritime qu'a Airbus, et notamment avec les avancées que vous avez permis dans le monde de la voile. On est assez proche, puisque pour transporter des composants d'avions à travers l'Atlantique, alors malheureusement, on n'utilise pas la solution de notre ami, mais on investit effectivement dans des cargos qui sont des cargos mixtes, voile et propulsion classique, pour réduire aussi l'empreinte carbone. Donc, on voit bien les interfaces les uns avec les autres pour ce qui est du transport soit de marchandises, soit de passagers. Pour répondre à votre question, Émilie, sur l'intermodalité et l'aspect transformationnel des terminaux portuaires, on se rend compte, je prends l'exemple du Havre, si vous venez au Havre, vous ne verrez jamais les porte-conteneurs. Ils sont grosso modo à 15 à 20 km de là, extrêmement lointains, etc. Et d'ailleurs, nos voiliers cargo actuellement sont aussi assez lointains, vous ne les verrez pas tout de suite, sauf pour le baptême du 19 décembre où vous êtes toujours invités. On se rend compte qu'il existe sur nos tailles de navires qui correspondent en fait parfaitement à des besoins de chargeurs, qui ne sont pas tellement d'avoir des navires de 10-20 000 tonnes, mais plutôt d'avoir des fréquences. D'où nous, 2 navires, des départs US, on est de l'ordre toutes les 5 à 6 semaines. À 8 navires, on est toutes les semaines. Donc un départ hebdo, ça permet de viser non pas la cerise, j'allais dire marketing, premium, somptuaire, si j'ose dire, de l'opération autour d'un transport à la voile. Ça permet de viser le gâteau. On prend tous vos flux. Et c'est quelque chose qui est fondamental puisqu'on est viable et qu'on est en ligne avec le marché. Il existe dans tous les ports du monde des terminaux qui correspondent parfaitement à nos tailles de navires, qui sont déjà naturellement beaucoup mieux embranchés sur le fluvial. Je prends le cas du bassin Bello au Havre avec le canal de Tancarville, qui est le lieu où sur la Seine, techniquement, on peut aller le plus à l'ouest en fluvial, parce que sinon on ne peut pas aller sur Port 2000, qui n'était pas branché fluvial, ce qui est quand même... on est également très proche de fret SNCF, avec les frais... SNCF en général. Nous proposons un Le Havre-New York, pourquoi pas ici convenir de proposer un Paris-New York qu'on préacheminerait en train, pourquoi pas. Et on serait ravis également autour du bassin Bello au Havre, on est en train de développer un terminal en propre sur lequel notre entrepôt en Boracay permettra d'être beaucoup plus efficace dans nos opérations et également permettra de mieux présenter l'activité en général, d'avoir une qualité de l'environnement des entrepôts bien meilleure que l'existant, mieux ventilé, mieux tempéré, etc. Avec des innovations assez simples. Par exemple, nos entrepôts sont proches de l'eau, on va faire une prise d'eau de mer qui, de façon très naturelle et sans aucun autre effet Joule ou apport énergétique, permettront d'envoyer de l'eau de mer dans des radiateurs. L'eau de mer en hiver est à 15 degrés, ce qui permet de garder une température finalement, et en été elle est de l'ordre de 20 degrés, ce qui permet de conditionner aussi de façon naturelle l'air. Le fluvial, aujourd'hui on est en tout-route, faut pas se leurrer, l'éléphant dans le couloir c'est le routier qui prend absolument tout. Le fluvial, le train nous intéresse énormément. On aimerait beaucoup, et je crois qu'il y a une volonté, y compris au niveau de l'État, de développer des embranchements portuaires. Donc nous, on est très demandeurs de ça. Les propulsions électriques de camions, j'en ai vu peu, moi, en Europe, mais je ne suis pas forcément spécialiste non plus, je ne connais pas tout. On sait, par exemple, que quand nous, on fait escale à Québec, on est capable de Québec jusqu'à Sherbrooke, jusqu'à Montréal, d'aller avec une flotte de l'ordre d'une quinzaine de camions, des 53 pieds, donc 100% électriques, d'être et en plus c'est Hydro-Québec, donc c'est une énergie qui est elle-même, on va dire, d'origine renouvelable, nous permettent également d'avoir du post-acheminement décarboné. Donc on pense que quand on valorise, on premiumise un transport maritime qui à la base est le plus massif et le parent pauvre de la chaîne des transports, ça met la barre à un certain niveau où finalement le rail se dit... et puis l'avion, on met un petit peu... Alors, la vie n'est pas tous les jours facile pour nous, mais ça nous permet de poser des questions et d'aller challenger d'un point de vue technologique. Qu'est-ce qu'on peut faire sur la route, on va dire pour le pont d'Éreux, je parle de la route, du fluvial et du rail, parce qu'il y a beaucoup de transports
aérien qui se fait. Et d'ailleurs, on a beaucoup de chargeurs qui viennent de l'aérien, qui viennent chez nous. Donc, alors, pour le coup, une décarbonation qui est totale. Mais voilà, l'intermodalité avec l'avion, pour l'instant, je ne traite pas le sujet. Merci. On arrive sur la fin de la session. Peut-être un mot de la fin. Selon vous, quel est le principal levier d'action justement pour la décarbonation dans les prochaines années? C'est un sujet voilà, qu'on doit adresser, peut-être en pop-corn. Oui, Marc. Pour nous, c'est assez simple, c'est l'énergie décarbonée. On a, je pense, une image un peu déformée de l'aérien qu'on dit très, très polluant, mais en fait, un avion est assez frugal puisqu'il fait à peu près 2 litres au 100 km par passager. Et nous, industriels, on peut continuer à améliorer la performance de l'avion pour aller encore au-delà. Pour ça, on a 2 avantages. C'est qu'on évite le sol, donc il n'y a pas de frottement au sol, et on vole haut, donc on évite aussi pas mal la résistance de l'air. Ça permet d'avoir un mode de transport très efficace. Mais la solution passe aussi par des nouvelles énergies. Je l'ai dit, les carburants durables, les carburants synthétiques, l'hydrogène, de l'hybridation. Et donc, pour tout cela, on va avoir absolument besoin des énergies décarbonées. La dernière COP, celle de l'année dernière, s'était engagée à tripler les énergies renouvelables d'ici de 2030. On a besoin absolument en amont, et je pense que toutes les industries, celles qui vont devoir aussi passer par l'hydrogène, ont besoin d'investissements massifs dans le secteur des énergies décarbonées. Après, je dirais, on saura faire. Avant de répondre précisément à la question, je vais peut-être rebondir sur ce que disait mon voisin à l'instant. La SNCF, aujourd'hui, est le premier consommateur industriel d'électricité en France. Parce que justement, par nature, on est décarboné, on utilise très peu de fuel, même si on a quand même encore une petite part de notre flotte, notamment en région, des TER, qui fonctionnent au diesel. Et nous aussi, on travaille sur soit du nouveau matériel roulant, tel que je vous le disais tout à l'heure, soit du biocarburant, du B100 notamment, un colza première génération, etc. Mais voilà, dans une économie, dans un contexte où l'économie est amenée à s'électrifier de plus en plus, on se dit comment on va réussir à sécuriser nos approvisionnements dans cette énergie décarbonée. Et donc, on a voulu être aussi créateur d'énergie, d'une énergie renouvelable, et on a créé, il y a 1 an, une nouvelle filiale qui s'appelle SNCF Renouvelable et qui est un opérateur, un créateur d'énergie solaire. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'utiliser notre foncier, parce qu'on est le premier consommateur industriel d'électricité en France, mais on est aussi le 2e propriétaire foncier en France après l'État. Donc on a effectivement des hectares de terrains qui ne sont pas utilisés, mais qu'on a besoin d'avoir pour sécuriser notamment nos voies ferrées. Et donc, notre idée, c'est d'utiliser ces fonciers pour y installer des panneaux solaires et créer donc 1000 hectares de panneaux solaires d'ici à 10 ans pour créer 1000 mégawattheures crête, ce qui permettrait de produire 20% de notre besoin en consommation. Il est l'heure. On aurait encore plein de questions et plein de sujets à aborder. Un grand merci à tous pour votre présence à cette session. Un grand merci à vous 3. Je pense qu'on peut leur faire un tonnerre d'applaudissements. Et donc, on se retrouve l'été prochain sur ton cargo, Guillaume, c'est ça On prend tous 13 jours et on y va. 19 décembre baptême et à la COP30 à Belém.